Merci, bienvenue à vous tous. On va s'installer tranquillement. Elisabeth Tatreau, pardon. Voilà, on est dans une ambiance plus intimiste que ce matin. Vous étiez là ce matin, tous ou pas? Oui. Est-ce qu'éventuellement, en régie, on pourrait nous apporter un 9e fauteuil? Si mes comptes sont bons. Ouais. Bienvenue Cyril Thirion. Voilà, on est très calme pour l'instant, mais vous l'avez compris, c'est le temps que chacun s'installe. Donc c'est en mode atelier cet après-midi, donc on est plus dans l'intimité, en dialogue. Les interventions des uns et des autres vont être plus courtes pour aborder notre sujet. Oui, il nous manque un fauteuil. Du coup, installez-vous là, Cyril, pour l'instant, et je vais en demander il y en a un autre qui arrive. Alors, vous avez le temps de prendre un verre d'eau, de vous installer. Voilà. On va s'organiser aussi nos affaires. Est-ce que vous êtes venus avec des questions dans la salle? C'est un atelier pratique, donc oui, très bien. Il y a un monsieur qui a une question. Les autres, vous êtes venus avec des questions? Non? Avec des projets? On va voir ça tout de suite. Merci pour le fauteuil. Et donc, on attend encore une personne. Alors, je vais vous les présenter. Donc, aujourd'hui, notre sujet, cet après-midi, de 14h30 à 16h. Quelles sont les aides pour le report modal? Comment bénéficier des fiches C2E? Que prévoit le programme Remove? On va voir tout ça dans le détail. Ils sont capables tous de parler de la même chose, mais on va fractionner pour que chacun aborde simplement sa partie. Donc, je vous présente Cyril Thirion, qui est là pour l'ADEME. Bienvenue, Cyril. Stéphanie Lopez d'Azevedo de l'UTPF. Bienvenue à vous. Non, il y a une coquille sur c'est Azevedo, UTPF. Pardon pour l'erreur. Nous avons Antoine Mionnet, qui est là pour AI Cargo Foundation. Bienvenue à vous. Anne de Martel, SNCF Réseau. Voilà, tout le monde vous connaît peut-être. Aurélien Barbet, délégué général du GNTC. Christian Bernard pour l'AFRA. Et il y a aussi Johanna Tayeb qui est dans la salle, qui pourra rebondir sur ses propos si besoin. Yann Viguier pour la UTF. Bienvenue à vous, merci d'être là. Et donc ce n'est pas Marine Scala, puisqu'on a eu un changement de dernière minute, c'est Elisabeth Tatreau, déléguée générale du club C2E de l'ATEE. Bienvenue à vous. Voilà, les présentations sont faites. Alors, on va démarrer avec Cyril Thirion, forcément, puisqu'on va parler du programme Remove. Donc Cyril Thirion, vous êtes responsable du programme Remove à l'ADEME. On s'est vu pas mal de fois. Vous aussi, vous faites partie des convives récurrents du 24 décembre, là, dont je parlais ce matin. Ah non, vous n'étiez pas là, vous n'avez pas eu là. Non, je disais que c'était un peu toujours les mêmes invités, autour du même menu. On s'est vu souvent. Ok. Non, mais tout va bien, tout va bien. Oui, et c'est un plaisir et j'imagine que vous prenez les meilleurs, c'est pour ça. Bien sûr. Ce sont toujours les mêmes. Alors, vous allez nous faire une photographie des fiches et programme C2E, vraiment en quelques minutes, pour planter le décor et qu'on avance sur le mode d'emploi pour la suite. Alors oui, en quelques minutes, parce que on a notre collègue de l'AT2E, je pense, qui ira plus en profondeur. C'est vraiment juste pour introduire le sujet. Donc le dispositif C2E a maintenant pratiquement 20 ans, puisqu'il est né avec d'une loi, le programme d'orientation de la politique énergétique. Donc c'est ça, toute la clé d'entrée qu'il faut comprendre, c'est que c'est un prisme énergie. D'ailleurs, certificat d'économie d'énergie, c'est bien ce que signifie C2E. Donc une loi de juillet 2005, donc pratiquement 20 ans dans 6 mois. Et donc avec un prisme énergie,
Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on demande aux fournisseurs d'énergie d'investir dans des opérations de réduction énergétique, donc de s'adresser au marché, d'encourager les clients à faire des économies d'énergie, donc déjà toute une stratégie de sensibilisation, d'information, et aussi on les encourage à investir dans des opérations d'économie d'énergie. Donc ces opérations, et j'imagine que ce sera traité tout à l'heure par la T2E, sont en fait classées et référencées donc, dans des catalogues qui sont en ligne, qui sont consultables sur les sites officiels du gouvernement. Et elles sont classées par catégorie, donc c'est-à-dire que bon, il y a 6 grandes catégories avec l'agriculture, le tertiaire, le réseau, le transport. Alors venons-en voilà. Un peu plus rapidement maintenant aux fiches C2E, peut-être aux éléments qui nous concernent. Et donc en fait, c'est ces fichiers C2E qui alimentent les C2E. Et ce qui permet aussi, donc dans les C2E, au-delà des fiches, on a les programmes. Donc on a les programmes, on a les fiches. Et les programmes, par exemple, Remove est typiquement un programme C2E, c'est-à-dire qu'il va être financé par ce qu'on appelle les obligés, qui sont ceux qui apportent le financement aux dispositifs C2E, donc aux opérations, aux programmes. On peut aussi, quand on est obligé, c'est-à-dire distributeur d'énergie, acheter des C2E auprès de ceux qui en ont, ceux qu'on appelle les éligibles non obligés. Et donc, typiquement, l'ensemble des programmes C2E donc, sont financés par les obligés, ce qui est aussi le cas du programme Appel d'air qui est représenté ici par Antoine Mionnet, tout comme Remove. Et c'est ça qui nous permet en fait de générer du gain énergétique. Et typiquement, l'ensemble des programmes C2E doit apporter du gain énergétique. Donc, si on va sur Remove, l'objet, c'est d'amener du gain énergétique à travers le report modal. C'est ça le prisme qui est choisi. Et donc, c'est pour ça que dans le cadre de ce programme, on va avoir toute la communauté des gens qui font du report modal. Donc, c'est pour ça qu'évidemment, il y a le fret. On va avoir donc tous les acteurs essentiels du ferroviaire. On a aussi le fluvial et également le maritime. Parce qu'on a vu, il y a les ports qui sont extrêmement importants. C'est de là que les marchandises arrivent. Donc effectivement, si on veut continuer cette massification, puisque dans les ports, les marchandises arrivent massifiées. Donc l'idée, c'est de continuer cette massification le plus longtemps possible pour aller dans l'interland et rejoindre les zones logistiques. Et donc, avec les 3 secteurs de mode massifié, donc, que sont le ferroviaire, le fluvial et le maritime, il manque un certain nombre d'acteurs. Donc, on a mis aussi dans le programme qui sont les transporteurs routiers et évidemment les chargeurs. On a un représentant des chargeurs qui est ici. Et en fait, c'est tout cet écosystème qui va travailler pour mettre en place des stratégies de report modal. Donc, ça va passer soit par des appels à projets. Donc, il y a eu un appel à projet qui a été lancé cette année avec 2 relèves. Il y en a un autre l'année prochaine. Avec, donc, le dernier appel à projet, donc c'était 2023, décembre 2023, c'est ça? Oui, en fait. Qui a permis d'avoir des dossiers là en printemps exactement, dernier. Ouais. Et on va avoir une deuxième relève donc, dont les lauréats vont être nommés avant Noël. On espère que ce sera très prochainement. Les jurys sont très bientôt. Et l'idée, c'est d'avoir un autre appel à projet en 2025 pour montrer aussi à travers des lauréats qu'on a toutes sortes d'entreprises qui peuvent être concernées par le report modal, d'avoir des dossiers extrêmement variés, que ce soit en taille d'entreprise, mais aussi en termes de secteur d'activité. C'est-à-dire qu'on veut avoir des secteurs d'activité qui sortent de secteurs dont on pense immédiatement quand on fait du report modal. Donc là, l'appel à projet sont les gens qui ont un projet de report modal que vous allez accompagner. Et de l'autre côté, il y avait aussi, vous vouliez parler peut-être de l'OCTE aussi? Oui, alors donc l'idée de l'appel à projet, c'est qu'en fait, on distribue des aides et là, les gens qui ont un projet donc, viennent vers nous en présentant leur projet et donc ils se font aider sur leur projet. Et l'autre aspect du report modal, c'est d'aller vers les chargeurs ou vers les transporteurs pour les inciter, pour leur montrer quel est l'intérêt du report modal et les inciter à faire du report modal. Et donc là, ce que le programme finance, c'est un accompagnement technique. Et en parallèle de ça, on demande aussi au secteur de réfléchir à des stratégies de gain énergétique à travers des catalogues d'actions
qui vont mettre en œuvre dans leurs différents secteurs, donc ferroviaire, fluvial et maritime, donc à travers tout un catalogue de bonnes pratiques qu'ils vont mettre en œuvre. Et l'objectif, c'est d'avoir un gain énergétique au bout des 3 ans d'engagement du programme. Très bien. Peut-être, est-ce que déjà pour vous, ces éléments-là sont clairs? Est-ce que ce sont des choses que vous connaissez par cœur? Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser à Cyril Thirion de l'ADEME avant qu'on aille plus loin dans le déroulement du processus? Pas de questions particulières dans la salle? Tout va bien? Ok. Pour l'instant, c'est suffisant pour démarrer, Cyril, ou il y a d'autres choses que vous vouliez ajouter? Non, c'est bon. On voit l'ensemble de la chaîne. Alors, je vais me tourner vers vous, Stéphanie Lopez Azevedo. Est-ce que je dis les deux noms? Oui, s'il vous plaît. Oui, voilà. Donc, vous pilotez donc, le programme Remove et vous allez nous parler de... On va regarder les vidéos Osez le faire qui vont illustrer la démarche de faire connaître, faire savoir autour du faire. Je pense que c'est prêt en régie. Vous avez ça? C'est parti. C'est parti. Je crois qu'il y a du son dessus. Il y a du son normalement, oui. Alors, sauf si vous voulez commenter en même temps. Alors, dans le cadre du budget Remove, on a fait réaliser toute une campagne de communication qui n'est pas encore complètement déployée, qui s'intitule donc Osez le faire. Il y a plusieurs clips. Alors, je ne sais pas s'ils vont tourner là. En principe, je crois qu'on va passer les 3. On va passer les 3, c'est formidable. Il y a 3 niveaux. Donc voilà, donc une campagne de communication qui va se déployer à l'aide de films, avec également des supports comme celui que vous avez derrière nous justement, qui vont nous accompagner sur le long cours, nous tous, ceux qui sont autour de cette table et qui sommes partenaires de ce programme C2E. On a également, j'y reviendrai tout à l'heure, déployé une offre de formation qui s'appelle Savoir le faire. J'en parlerai donc plus généralement tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il y a un film un peu générique, un film dédié au transport combiné et un film sur le transport conventionnel pour montrer les atouts du report modal vers les solutions ferroviaires et donc donner envie en montrant que c'est pas si compliqué. Et que, effectivement, dans le cadre de ce programme, on peut accompagner les chargeurs et les transporteurs dans leur démarche de report modal. Là, cette campagne Osez le faire, elle est signée donc par AFRA, tous les partenaires. Alors les partenaires de ce programme, sur le volet ferroviaire, effectivement. Donc on est tous là. On est donc l'UTPF que je représente, donc l'Union des transports publics et ferroviaires, la Fédération patronale du transport urbain et ferroviaire. Donc le GNTC avec Aurélien à côté de moi. On est toute une équipe on se réunit très souvent pour faire le point sur ce programme. Donc Anne de Martel qui est SNCF Réseau, vous les avez présentés tout à l'heure. Christian pour l'AFRA avec Johanna dans le public. Je ne sais pas où parce que j'ai le spot. Elle est là. Voilà, super. Et puis on a évidemment Objectif OFP qui avec Philippe, Magali et Luc qui sont aussi au rendez-vous, à nos rendez-vous bimensuels sur le suivi de ce programme qui se déploie. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler sur pas mal d'axes. Donc cette campagne, les formations, l'étude dont on parlera tout à l'heure, les accompagnements et les sensibilisations. Donc objectif, c'est aller chercher des nouveaux chargeurs, faire connaître aussi, continuer à faire de la pédagogie auprès des transporteurs, etc. Exactement. Alors vous avez mené une étude avec la UTF qui fait une revue de potentiel de report par mode et par filière. C'est un peu ça l'idée? Alors on est allé chercher les gisements de report modal auprès de toutes les filières industrielles et on a travaillé en étroite collaboration. Alors là, c'est Sigrid Claviras qui est aussi dans le public et Valérie Cornet qui est dans une autre salle pour la UTF qui ont piloté cette étude dans le cadre de ce programme. On a pu inscrire une ligne dans le budget. On en est très content et d'avoir pu mener cette étude. Donc une étude vraiment, je ne peux même pas vous en faire la synthèse tellement elle est riche, elle foisonne d'informations. Donc sachez simplement que donc on a donc le prestataire, je crois qu'il était inscrit aussi, je ne sais pas s'il est là, je ne l'ai pas vu. Mais vous avez procédé comment pour mener cette étude? Vous avez étudié les flux de chacun Alors voilà, donc il y a déjà eu d'abord un état des lieux des filières industrielles et agricoles sur leur
leur état macroéconomique et logistique de ces filières. On a analysé la maturité de ces filières diverses. Est-ce qu'elles sont en capacité d'utiliser le fret ferroviaire. Cyril le disait tout à l'heure, l'appel à projet aussi nous a ouvert d'autres perspectives sur d'autres secteurs auxquels on ne pense pas forcément, qui peuvent avoir recours au fret ferroviaire. Et ensuite, on a détaillé le potentiel de chacune de ces filières selon aussi des zones géographiques, en définissant aussi les conditions de réussite de chacune de ces filières. Est-ce que ça vous donne des éléments pour aller chercher plus précisément les acteurs concernés Oui, bien sûr. L'idée. Alors déjà, ce travail a quand même été mené en étroite collaboration avec l'ensemble des filières. Je pense que les comités de pilotage étaient regroupés beaucoup de personnes, et c'est tout l'intérêt que chacun a pu apporter sa contribution et aussi sa sensibilité au fret ferroviaire dans ces comités de pilotage. Et donc l'idée, c'était aussi de se connaître finalement, les uns les autres. Et donc, on espère pouvoir suivre les résultats de cette étude et accompagner les filières, tout comme on accompagne déjà les chargeurs et les transporteurs dans le cadre de l'appel à projet de ce programme. Alors justement, après, en pratique, vous déployez un dispositif de formation, d'accompagnement dans les régions. Donc ça, vous allez nous en dire quelques mots. En pratique, l'accès, les thèmes, les lieux, ce qui peut être utile. Alors, je vais commencer par frustrer tout le monde, parce que c'est complet. On a, voilà, désolé. On a donc déployé avec également un prestataire toute une offre de formation donc au report modal, avec sur la base de donc des formations qui ont lieu dans les vraiment au cœur même du dispositif sur les plateformes. Peut-être qu'on peut demander dans la salle, est-ce que certains sur les terminaux. Voilà, on peut demander, Stéphanie, peut-être dans la salle, si certains ont assisté à ces formations. Alors, pas encore, il y en a eu qu'une. Ah si, il y a un monsieur là-bas a assisté. Il y en a eu qu'une dont on a fait la publicité, entre guillemets, de cette formation peut-être 2-3 jours avant. Elle avait lieu à Dourges. Dourges. Ça, c'était la première, donc. C'était la première. On a fait la publicité donc 2 ou 3 jours avant. Anne me dit 2, j'aurais dit 3. Mais enfin, bon, en tous les cas, c'était lors de la journée du GNTC. On a quand même réussi à attirer près de 20 personnes, comme ça, au débeauté, avec les agendas qu'on connaît. Quel profil vous aviez alors on avait des chargeurs, forcément. On avait des commissionnaires de transport. On avait aussi des institutionnels et des transporteurs routiers, exactement. Donc, on a été un peu débordés. Enfin, là, c'était... On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait tant de succès. Et là, on est complètement débordé pour les formations qui auront lieu à Lyon. Donc celle de Lyon après-demain et celle de Paris le 17 décembre. D'accord. Bon, là, donc, il y a une liste d'attente si les gens veulent s'inscrire. Alors, il y a des listes d'attente parce qu'on va effectivement privilégier d'abord les chargeurs et les transporteurs. Avant les institutionnels, je suis navrée, parce que ce sont effectivement ceux qui sont les plus à même de faire tout de suite des actions de report modal. On va déployer cette offre de formation tout au long de l'année 2025. On n'a pas encore complètement établi le calendrier. Et par exemple, Stéphanie, sur la prochaine, c'est quoi? Il y a un thème ou c'est à chaque fois générique? Non, c'est à chaque fois générique, mais c'est sur un terminal différent. Donc là, ça sera. Donc on a plein d'idées pour 2025 sur d'autres terminaux. Et donc pour ceux que j'ai d'ores et déjà frustrés, sachez que dès 2025, on va faire, on fera savoir, d'ailleurs par objectif OFP, les dates pour 2025. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a un micro dans la salle? Je m'adresse à la régie, ou peut-être on peut faire circuler un micro. Vous voulez nous dire comment c'était? On va essayer de faire circuler un micro pour que pendant cette heure et demie ensemble, vous puissiez vous exprimer. Regardez, on va vous en passer un là. Il y a un monsieur qui est ici, là devant, si on peut. Puis après, le micro, il circulera peut-être tout seul. Merci, Noémie. Bon, on a dit qu'on était plus dans l'intimité, vous voyez, donc on fait comme à la maison, là, ça vous va, hein? Ok. Donc, vous pouvez vous présenter? Bonjour, donc moi je suis Stéphane Chabot, j'interviens dans le domaine ferroviaire depuis plusieurs années.
pour différentes entreprises. Et donc, je me qualifierais plutôt comme commissionnaire et transporteur. Toujours est-il que oui, j'ai participé à cette formation très, très intéressante. Vous avez appris quoi? Alors, j'étais déjà du milieu, mais c'était l'opportunité en fait Ouais. de voir la plateforme de Dourges de l'intérieur et son fonctionnement de l'intérieur, donc ça m'intéressait. Mais du coup, j'ai appris des choses, notamment sur les financements, et puis il y a eu pas mal d'échanges entre les différents participants qui venaient effectivement d'horizons, comme vous disiez, il y avait des chargeurs, des transporteurs routiers. Donc du coup, il y avait un petit échange très dynamique et très sympa qui m'a enrichi personnellement. Voilà, donc j'étais content. Très bien. Merci à vous pour votre témoignage. Voilà, c'est déjà un. Alors, on va poursuivre avec Antoine Mionnet. Bienvenue à vous. Vous êtes en charge des partenariats et du développement pour la plateforme Appel d'Air, donc qui est portée par AI Cargo. Vous allez nous expliquer, c'est une plateforme qui est d'intérêt général, qui est financée par le programme C2E. Il y a d'autres plateformes qui font ce que vous faites, mais qui n'ont pas la même... ils ne sont pas financés par le programme C2E. Mais peut-être vous allez l'expliquer mieux que moi. Je vous en prie, Antoine. Alors, pas tout à fait sur l'aspect... on n'a pas forcément de plateforme analogue aujourd'hui existante. Donc la différenciation ne se fait pas forcément sur le financement, mais on a des plateformes... Alors, on va peut-être y revenir après parce qu'on va commencer à présenter la plateforme. On va mais expliquer ce que avant c'est ça, déjà. simplement, pouvoir vous dire deux mots sur AI Cargo Foundation, qui est une association de loi 1901 et donc qui développe des communs pour la filière transport logistique, des communs qui s'appuient sur des solutions digitales ou d'intelligence artificielle et qui visent à décarboner le transport de marchandises. Donc, à ce titre-là, AI Cargo a déposé un dossier C2E pour monter une plateforme, donc un programme qui s'appelle Appel d'Air. Certains ont peut-être déjà utilisé la plateforme. Alors, je crois qu'on va faire en même temps, et- on va avoir un droit à une petite démonstration. Oui. Et c'est un petit peu comme un SNCF Connect du multimodal. Vous voyez, vous y allez dessus et vous allez pouvoir trouver tous les modes à votre disposition. C'est une présentation, ce n'est pas forcément une démonstration, mais on a ici une présentation de la plateforme qui vous explique un peu les grands principes de fonctionnement. Alors, on est effectivement sur quelque chose qui ressemble à un SNCF Connect pour du report modal. Vous allez pouvoir, via la plateforme, en fait, trouver des solutions. L'idée, c'est que, comme ça a été dit ce matin, les offres donc de report modal ne sont pas suffisamment connues des acteurs. L'idée, là, c'est de bien les valoriser sur une plateforme simple, intuitive, type SNCF Connect. Donc, vous pouvez faire des recherches d'un point A à un point B pour connaître différents services en pouvant régler des distances de pré- et post-acheminement. Et puis après, donc là, je rentre sur un peu plus. Est-ce que vous avez, alors, est-ce que ça couvre tout le territoire? Je peux mettre un point A, un point B sur n'importe quel. Alors aujourd'hui, donc c'est un programme C2E, donc programme plutôt franco-français. On a commencé à référencer l'ensemble des services ferroviaires et fluviaux au niveau France, sur le combiné dans un premier temps, parce que c'est là où on estime qu'il y a le plus de report modal possible à échéance courte. Maintenant, on va aussi référencer au niveau national des services conventionnels, des services palettisés, ferroviaires, donc de train-bloc, et même aussi, j'y reviendrai après, des flux retour de train-bloc qu'on peut aussi valoriser dans la plateforme. Alors, comment vous procédez pour faire le référencement des différents et juste transports. quand même pour vous dire qu'au niveau de la couverture de la plateforme, on a aujourd'hui une demande forte de certaines filières qui ont souhaité avoir cet outil, mais au niveau européen. Je pense à la filière automobile qui travaille de facto à minima à périmètre européen, qui nous dit la plateforme est très intéressante, mais il faut absolument que vous couvriez l'Europe. Donc on est dans cette dynamique aujourd'hui et on a déjà des services combinés européens qui sont référencés. On n'a pas la prétention de couvrir l'exhaustivité, mais ça va se faire pas à pas puisqu'on a initié ça il y a très peu de temps.
Après, sur la manière de sourcer les services, il y a différentes possibilités. On source les services, vous le savez, il y a des schedules qui sont publics d'opérateurs. Le GNTC s'en fait relais d'ailleurs sur son site internet, je vous invite à y aller. Et puis, on a des relations aussi partenariales à mener avec les opérateurs, puisqu'une fois que les services ont été trouvés par des utilisateurs, chargeurs ou donneurs d'ordre sur la plateforme, il est préférable que les opérateurs ne soient pas étonnés d'avoir des prises de contact qui ne leur arrivent pas par les mêmes canaux. Donc on prend aussi le temps de mener des partenariats avec chacun des opérateurs. Et après, on va donc demain, puisqu'il y a cette extension européenne qui fait que ça nous fait une charge de travail importante, on va aussi également, et puis aussi du fait que ça y est, des opérateurs aussi viennent vers nous pour pouvoir référencer leurs services. On a décidé d'ouvrir un portail opérateur pour que les opérateurs puissent renseigner directement leurs services de manière assez simple sur la plateforme. Alors, il y a aussi un service dont vous m'avez parlé, on peut cartographier ces flux en tant que chargeur, c'est-à-dire qu'on arrive, on télécharge les flux, on les visualise dans la carte que vous... Voilà, donc c'est un outil avec quand même du digital, on n'est pas un simple moteur de recherche. En fait, la plateforme vous permet d'uploader en fait un plan de transport complet. Quand on s'appelle le Roi Merlin ou autre, on a des milliers d'ordres de transport à traiter. Et donc, faire de la recherche point A, point B, c'est un peu chronophage. Donc, on propose d'uploader des fichiers qui sont exportés des TMS en fait, des chargeurs et d'avoir une analyse complète du plan de transport en un clic. Donc, ce qui est vraiment un gain de temps énorme pour des bureaux d'études chargeurs. Question de la confidentialité. Si j'upload mes flux, comme vous dites, dans l'appli, est-ce que j'ai pas un peu peur que mes... Enfin, je sais pas, est-ce que... Oui, il y a un gros point d'attention sur la confidentialité. Aujourd'hui, on insiste beaucoup là-dessus. On est une plateforme neutre qui se veut tiers de confiance pour la filière, puisque, en fait, après aussi, en uploadant ces fichiers, on est capable d'agréger l'ensemble des plans de transport qui ont été déposés sur la plateforme. Et grâce à ça, et il y a des algorithmes prévus pour ça, de faire émerger des potentiels de nouveaux services ferroviaires. C'est-à-dire qu'on est capable d'identifier très précisément d'un point A à un point B qu'il y a suffisamment de volume pour intéresser la création d'un service ferroviaire. Et donc, la notion de neutralité de la plateforme est très importante et de confidentialité pour que les chargeurs aient cette confiance pour y venir. Et effectivement, l'aspect support, c'est-à-dire le que support votre plateforme, de l'État. elle anonymise les flux, c'est ça? C'est-à-dire qu'elle agrège le nombre de flux anonymise qui vont les être... flux, elle rend des diagnostics qui sont agrégés et anonymisés. Donc les potentiels de services que vous pourrez voir sur la plateforme en uploadant vos flux, à aucun moment vous voyez le nom de l'entreprise qui est associé à ces flux. C'est uniquement des ordres de grandeur et c'est au moment où on a identifié des potentiels que là on sollicite les donneurs d'ordre qui ont déposé leur flux pour savoir s'ils souhaitent travailler ce potentiel et donc là sortir de l'anonymat. D'accord, ok. Et c'est gratuit. Ça ne veut pas dire qu'on rend public les données de transport. Non, mais ils doivent s'attendre à être sollicités et tout ça c'est gratuit. Et tout ça est gratuit car financé par ces fameux programmes C2E dont on souhaite qu'ils soient bien entendu reconduits puisqu'ils permettent de mettre en œuvre ce type de démarche qui n'aurait pas pu être mise en œuvre sans autre vecteur financier. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur la plateforme Appel d'air? Oui. Alors peut-être vous pouvez prendre le micro qui est juste derrière vous. Parfait. J'imagine que j'irai regarder la plateforme plus tard, mais est-ce que c'est aussi simple que d'intégrer ou d'uploader un plan de transport routier et l'outil vous fait une proposition d'intermodalité ou de report modal? Oui. Avec des solutions existantes, bien entendu. Sinon, on peut uploader un flux routier uniquement, oui, c'est ça? J'ai un plan de transport, pour avoir du report modal. modal. Je l'upload et ça me fait une proposition intermodale. C'est ça. En fait, on va vous proposer l'ensemble des alternatives référencées sur la plateforme intermodale
aujourd'hui beaucoup d'offres combinées sur la plateforme, mais on commence à voir aussi des chargeurs qui nous disent moi j'ai un train bloc que je paye, les trains blocs sont remplis que dans un sens généralement. On a la capacité aussi de valoriser cette capacité de retour à vide dans la plateforme en tant que service à part entière. Et donc, oui, pour répondre à votre question, les plans de transport routier sont analysés et ça s'adresse à des chargeurs, mais aussi à des transporteurs routiers qui voudraient trouver justement des alternatives pour monter sur certains services. Très bien. On va continuer le tour de table. Je m'adresse à Anne de Martel, SNCF Réseau. Vous êtes responsable marketing chez Fret SNCF Réseau. Responsable marketing Fret chez SNCF Réseau, pardon. Bienvenue à vous. Oui, exactement. Donc SNCF Réseau, en tant que gestionnaire d'infrastructures, est principalement responsable de l'entretien, la modernisation du réseau et aussi de l'exploitation et la circulation des trains. Et donc, à ce titre, nos principaux clients sont les demandeurs de capacité, c'est-à-dire les entreprises ferroviaires et les candidats qui n'opèrent pas directement les trains. Pour autant, on s'intéresse aussi largement aux chargeurs, puisque c'est de ce côté-là qu'on va trouver la demande et la possibilité de mettre en œuvre un report modal. Nous, nos clients directs ne sont que les opérateurs qui vont réaliser ce report modal. Et du coup, on s'adresse aux chargeurs par plusieurs canaux. Ça fait déjà quelques années qu'on va dans ce sens-là. Donc déjà, on a un catalogue de services dans lequel il y a une offre dédiée spécifiquement aux chargeurs industriels, routiers, voilà, tous ces gens qui ne sont pas nos clients directs, mais qui sont intéressés par notre savoir-faire. Donc on propose une offre qui est réduite mais qui est escalée, avec notamment dedans des formations. Alors une formation d'une journée au fret ferroviaire, mais qui est autrement plus technique, parce qu'on y parle beaucoup réseau, exploitation, capacité. Donc là, ce sont les rencontres Régiofret dont vous parlez ? Alors ça, c'était les formations. Après, il y a aussi des offres d'études. Et puis, en complément, depuis l'an dernier, c'est ça, on va directement à la rencontre des chargeurs à travers des événements qui s'appellent Régiofret, qui ont lieu dans les directions territoriales, enfin qui ont lieu dans les régions et qui sont organisés par nos directions territoriales en lien avec les autorités territoriales. Et donc là, on a un dialogue direct qui permet aussi d'accompagner. Et nous, on se positionne avec une double image. D'une part, on est apporteur d'affaires indépendants, puisque ce ne sont pas nos clients directs, mais on peut aider en tout cas au report modal. Et puis, on apporte aussi toute l'expertise du réseau ferré. Donc ça, c'est ce qui concerne. Ça a commencé combien de temps, ces rencontres? Alors, on a commencé par l'île. Alors, il y a la carte à l'écran des différents territoires et des dates auxquelles ça a eu lieu. Excusez-moi juste un instant. Comme je vois Philippe qui est au fond de la salle, est-ce qu'on peut éventuellement fermer les portes, parce qu'on entend beaucoup de bruit dans le hall? Je ne sais pas si ça vous gêne. On entend pas mal. C'est bien, c'est joyeux, mais on sera plus au calme. Voilà, merci beaucoup. Parfait. Voilà. Je ne sais pas si on a des questions aussi des gens qui sont en ligne, mais comme je n'ai pas de tablette, je ne sais pas si les gens qui sont connectés à distance avec nous veulent nous poser des questions. Peut-être qu'il y a une tablette. Non, ce n'est pas prévu. OK, merci. Pardonnez-moi, Anne de Martel, je vous laisse poursuivre. Donc Régiofret, on a les dates ici. Voilà, du coup on a eu 6 événements passés et on poursuit notre Tour de France des régions. On en avait un prévu à Dijon mais qui a été reporté tout récemment. Et on a Rouen le 6 décembre, donc c'est très prochainement. Ensuite on poursuit les autres régions et puis ensuite on reprendra le Tour de France. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'une de ces réunions récentes et d'un acteur que vous avez pu rencontrer ou qui s'est révélé peut-être intéressé dans ces rencontres? Alors on a beaucoup d'acteurs qui sont intéressés, on les rencontre directement, mais comme on est à la fois indépendant et c'est relativement récent, pour l'instant on les a sollicités. Il y a des contacts dans toutes les régions, il y a des projets qui se concrétisent, mais ils n'ont pas souhaité qu'on cite leur nom. Donc je ne vais pas pouvoir le faire aujourd'hui. Ça reste confidentiel. Ça reste confidentiel, exactement. Est-ce qu'il y a un critère ou des critères qui vous permettent de décider si vous faites avancer un projet ou pas? Quand quelqu'un vous dit qu'il est intéressé par le ferroviaire, soit, mais après il y a peut-être des éléments qui font que on y va pas, on va l'aider à aller plus vite ou pas. Alors c'est là où on apporte toute notre connaissance du réseau, que ce soit pour accompagner les projets qui ont été identifiés dans les régions au travers des Régiofret, mais aussi dans les appels d'offres dont parlait Cyril tout à l'heure, où on peut apporter notre connaissance du réseau. Pour donner un exemple, si
un projet veut se concrétiser sur une ligne qui est pour l'instant très peu fréquentée ou qui aurait besoin d'énormément d'investissement, on va essayer de plutôt trouver des solutions ou plutôt pousser un projet qui peut se développer plus rapidement et plus facilement. Donc on apporte aussi cette vision connaissance de l'infrastructure. Vous avez un exemple concret ou pas? Non. Non, parce que ça reste pour l'instant toujours aussi confidentiel. Okay. Très bien. D'autres éléments à souligner de la part de SNCF Réseau? Peut-être des questions à Anne de Martel sur la façon dont SNCF Réseau peut vous accompagner dans vos projets de report modal? Vous êtes venu en atelier parce que vous aviez un projet sous le coude, non? Oui. Alors, il y a une question ici. Peut-être le micro peut passer entre les deux rangs si vous échangez. Voilà, parfait. Je veux bien que vous vous présentiez, s'il vous plaît, pour démarrer. Bonjour. Donc moi, je m'appelle Pascal Pinet. Je suis le directeur général de la société de financement de la ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan. Donc une ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan, ligne LGV qui va être construite et qui est le chaînon manquant en fait sur l'axe méditerranéen. La question que je voulais poser, c'est par rapport aux bénéficiaires de ces aides. C'est-à-dire que là, on a parlé effectivement de report modal, d'utilisation en fait du fret ferroviaire pour dégager des économies d'énergie. Donc j'ai compris que le bénéficiaire, c'est l'utilisateur, c'est celui qui va faire en sorte d'utiliser le fer, pouvoir faire. Ce matin, on a expliqué, et j'en suis bien conscient dans mon métier, qu'il y a des problèmes quand même de ressources pour améliorer le réseau ferroviaire. Est-ce que, je peux poser la question à SNCF Réseau, est-ce que dans certains cas, une partie de ces C2E peut aider à remettre en état certains équipements ferroviaires pour faciliter ce report modal, ou est-ce qu'on est exclusivement sur l'usage? Très bonne question. Je ne répondrai pas à la place de Cyril, mais c'est vraiment les C2E, c'est exclusivement pour les chargeurs et pas du tout pour l'infrastructure qui est un sujet séparé. Après, nous, chez SNCF Réseau, on a les informations des deux côtés, donc ce sont des choses qu'on peut rapprocher. Mais en tout cas, en termes de fléchage des investissements, non, pas du tout. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs demandes qui concourent sur et que à chaque fois vous butez sur une infrastructure qui a besoin d'être rénovée, ça va peut-être influer sur la rapidité des travaux. Ok. Une autre question? Pas pour le moment. On compte sur vous. Hein. On va se tourner vers Aurélien Barbet, donc délégué général du GNTC. Bonjour. Bienvenue Bonjour à Aurélien, fidèle aussi parmi les fidèles. Alors aujourd'hui, le dispositif REMO pour accompagner les entreprises au report modal. Racontez-nous un peu, Aurélien, ce que fait le GNTC. Quelle est votre part de cet accompagnement dont on parle? Oui, alors moi je vais vous parler du programme Remove. Donc on a commencé avec ça avec l'ADEME. Et dans le programme Remove, il y a un dispositif très spécifique qui s'appelle REMO pour report modal et qui vise à accompagner des entreprises qui sont des chargeurs ou des transporteurs routiers ou des commissionnaires à développer des projets de report modal, ferroviaires ou fluviaux, etc. Mais en l'occurrence, ici, on va parler de ferroviaire. Et dans ce cadre-là, donc, le GNTC et l'AFRA, et Christian parlera après moi, proposent un accompagnement qui peut être gratuit pour une entreprise, donc un chargeur ou un commissionnaire ou un transporteur routier, dans des projets de report modal. On s'est aperçu effectivement dans la construction du dispositif qu'il y avait un vrai besoin de faire de la pédagogie, un besoin d'accompagner de manière très concrète, très opérationnelle des entreprises qui avaient envie de faire du ferroviaire mais qui ne savaient pas comment faire du ferroviaire. Donc on va essayer d'aller toucher des béotiens, des nouvelles entreprises dans ce mode-là. Et donc, il y avait besoin de cet accompagnement-là, qui est financé quasiment à 100% par les certificats d'économie d'énergie. Et donc, on a commencé à mettre en œuvre ce dispositif. Ça a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, il est quand même bien lancé. Et je suis très heureux de vous dire qu'on a déjà fait adhérer, en tout cas pour ce qui concerne la partie combinée, aujourd'hui 4 entreprises qui sont des chargeurs au dispositif. Et pour le coup, alors, on a des accords de confidentialité, donc je ne rentrerai pas dans la précision. Vous pouvez nous parler de leur profil un peu, du profil mais je peux même ressort. aller plus loin que, pour le coup, que ma voisine A. Je peux même vous donner des noms qui sont des noms importants. En l'occurrence, on a Renault, on a Bouygues, et on a Tata Steel, donc, qui ont adhéré au dispositif, qui vont être accompagnés en direct par le GNTC dans leur projet de report modal en transport combiné. Et ce qu'il faut préciser, c'est comment se passe l'accompagnement. Alors, Christian le détaillera, donc je vais pas préciser, mais très spécifiquement, on met à disposition des entreprises un consultant expert du combiné, spécialisé,
qui va avoir un certain nombre de jours sur une période donnée de 15 mois environ, qui va pouvoir aider à construire un projet de report modal. Donc on va identifier des flux, on va pouvoir contacter des acteurs, on va faire des études de marché. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'on va pouvoir travailler avec l'entreprise en question. Et je crois que c'est assez nouveau aujourd'hui dans notre filière d'activité, ce type de dispositif. Et c'est très important de le mettre en avant. Donc je fais appel aux gens qui peuvent être intéressés dans la salle, s'il y a des chargeurs ou des transporteurs ou des commissionnaires. Si vous avez un projet de report modal, si vous ne savez pas comment faire, sollicitez le GNTC. Ça commence si c'est par du combiné. un coup de fil, un mail, ça commence comment? Vous venez me voir, vous sollicitez le GNTC, vous nous écrivez, vous écrivez à l'ADEME qui pourra nous envoyer les éléments. Mais en tout cas, voilà, il faut absolument pas hésiter. Le programme est fait pour ça. Et comment vous répartissez donc entre GNTC et AFRA? Vous répartissez les profils selon que c'est du combiné? Voilà, absolument. C'est très ferroviaire. simple. Si c'est du transport combiné, c'est le GNTC qui s'en occupe, parce que le GNTC est l'organisation qui représente aujourd'hui toute la filière du multimodal et du transport combiné. Et si c'est du ferroviaire conventionnel, dans ce cas-là, c'est l'AFRA qui s'occupera du projet. Est-ce qu'il y a des candidats qui peut-être s'auto-censurent, qui se disent j'ai peut-être pas le profil, qu'on pourrait rassurer en leur disant, je sais pas, les critères pour essayer, c'est pas... Moi, j'ai envie de dire, même si vous n'êtes pas sûr de votre projet, essayez, demandez-nous, on regarde. Après, si c'est pas faisable, c'est pas faisable. S'il y a quelque chose à faire, on creuse avec vous, on regarde. Mais il ne faut pas se limiter parce qu'il y a une méconnaissance, parce qu'il y a peut-être des clichés, peut-être des idées préconçues par rapport à notre filière ferroviaire. Il faut essayer. D'accord. Voilà. Donc pour l'instant, parmi tous ceux qu'on a entendus, là, on peut commencer par vous, ou on peut commencer par aller voir sur le logiciel Appel d'air, enfin, ou on peut commencer par appeler l'ADEME. Par exemple, nous, dans les portes accompagnements, on va travailler avec des plateformes comme Appel d'air. Ouais. Évidemment, à un moment donné, on a besoin de regarder quelle est l'offre existante en ferroviaire. Donc, il y a des plateformes numériques comme Appel d'air qui proposent ce type d'informations. Donc, on regarde ça et on utilise ces outils-là. Très bien. Est-ce que dans la salle, certains... monsieur, encore une question, allez-y, on va vous repasser le micro. Peut-être que certains ont fait appel au GNTC, déjà ont un retour à faire ou ont un contact avec vous. Oui. Peut-être si Aurélien peut peut-être préciser le domaine d'intervention exact de ce service du GNTC, parce que j'entends finalement que c'est presque comme un commissionnaire financé par des CE, donc à la disposition gratuite des chargeurs qui ont des besoins d'études de report modal. Alors, Christian va détailler ensuite oui. exactement ce qu'on entend par accompagnement, ou qu'est-ce qu'on fait concrètement pour l'entreprise. Après, le consultant dédié ne se met pas non plus à la place de l'entreprise. Il va apporter une aide, une expertise, mais s'il y a une négociation de contrat, s'il y a des choix spécifiques à faire d'entreprise ou autre, c'est pas le consultant qui va le faire. Et il n'oriente pas non plus vers des commissionnaires nommés. Non. Mais il peut apporter déjà une connaissance sur quelle est l'offre existante, quel est le matériel qu'on peut utiliser ou pas. Voilà, c'est ce genre d'informations qu'on peut faire. Oui, ça. Vous n'orientez pas vers des acteurs précis, sinon ça pose. Alors on peut mettre en contact avec des acteurs précis si besoin, parce que ça pose pas de problème. Un gros réseau d'acteurs, donc c'est quand même intéressant d'avoir la connaissance du marché, la connaissance des acteurs. Si vous cherchez à faire origine-destination sur un certain axe avec des spécificités techniques particulières et qu'il n'y a qu'un acteur qui propose ça aujourd'hui sur le marché, que nous, on est au courant, qu'on a le contact, on va pouvoir vous mettre en relation, par exemple. C'est des choses qu'on fait. Et une autre question, pardon, mais est-ce que vous faites de l'accompagnement justement sur les aides CE? Je vais être très explicite dans ma question. Oui. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre au fil des différentes présentations qu'il y a la fiche 101, il y a la fiche 116. Bon, et elles ne sont pas cumulables. Nous, quand on fait des évaluations de coûts de report modal, on sait très bien ce que coûte le camion, et puis on essaie d'évaluer ce que va coûter le ferroviaire. Donc on va additionner un prix de traction, un prix de location de containers. Tous ces éléments-là sont simples, clairs, enfin simples. En tout cas, on arrive à les quantifier de façon assez précise dans un business plan. Et quand on arrive sur le sujet de est-ce que je prends la 101, est-ce que je prends la 116, alors là, très souvent, on n'arrive pas à avoir un chiffre clair à la fin du calcul budgétaire. Donc là, est-ce que ce sera avec Christian ? Non, là, je peux peut-être vous répondre. Là, c'est une question très spécifique sur les aides C2E à travers des fiches.
que vous posez comme question. Là-dessus, il y a des entreprises qui font ça. Il y a des grands groupes, des grands énergéticiens, des obligés ou même d'autres prestataires qui peuvent aider, accompagner sur l'emploi des fiches C2E, faire des estimations, etc. Donc là, on vous renvoie vers ce type d'acteurs. Au GNTC, en l'occurrence, on a des partenaires sur ce genre de choses, donc on peut vous orienter vers certains types de partenaires. Mais ce n'est pas le GNTC qui va assurer l'estimation précise de la fiche C2E. Oui. Là, il y a des experts qui vont faire ça à notre place. Mais ça peut se faire en même temps. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir ça se fait en même temps, bien sûr. Cette étude avant. Ça peut faire partie des questions auxquelles vous ne répondez pas, mais vous orientez vers une réponse. On vous oriente vers les bons acteurs, vers les experts qui pourront faire l'estimation adéquate. Alors, on va regarder avec Christian Bernard. Donc, vous êtes à l'AFRA, vous êtes responsable plus spécifiquement des accompagnements. Responsable technique et relations réseau. Voilà, c'est ça. Et donc, quelles sont les étapes à suivre très concrètement pour une entreprise qui veut s'engager dans la démarche? Là, vous allez nous expliquer justement, une personne arrive, elle est aiguillée chez vous parce qu'elle n'est pas au GNTC, elle est à l'AFRA. Qu'est-ce qui se passe après? Alors effectivement, comme l'a dit Aurélien, on travaille réellement en binôme et en bonne intelligence évidemment, parce que la frontière conventionnelle combinée est parfois un petit peu pas aussi explicite que ça. Donc effectivement, lorsqu'on a un premier contact, souvent issu de la phase amont et des sensibilisations qui sont faites par les organisations professionnelles, on organise tout simplement un premier rendez-vous, un peu de cadrage pour comprendre le projet du contact, parfois en binôme avec le GNTC justement pour prendre la meilleure orientation vers l'un ou l'autre des consultants. Et c'est, je dirais, le premier point d'entrée. Si le candidat est intéressé, il s'engage dans ce dispositif. Une des premières étapes et qui va nous aider par la suite, c'est un test de maturité. Donc ce test de maturité, c'est un simple questionnaire, il n'y a rien de très très compliqué. Oui, ça a l'air assez intime, un test de maturité. Mais... Okay. Mais ce qui est important de voir, c'est parce qu'avec le recul qu'on a maintenant dans ces premiers contacts, on a vraiment des chargeurs ou des entreprises qui ont des niveaux de maturité dans leur projet de report modal qui sont assez différents. Donc le dispositif, évidemment, il est cadré, mais on va s'adapter complètement au projet de celui qui... Donc on peut ne pas être assez mature pour entrer? C'est quoi un candidat qui n'est pas assez mature? Alors je pense qu'il n'y a aucun candidat qui n'est pas assez mature. Je reprends ce qu'a dit Aurélien. Surtout, venez vers nous. Et je peux prendre cet exemple. On a eu l'occasion, GNTC et AFRA, après des sensibilisations on a eu l'occasion de faire quelques relances, puisque parfois les sensibilisations ont été faites très en amont par certaines organisations professionnelles, et on a pu déclencher au travers de ces relances un intérêt, je dirais. Bon, probablement que lors de la sensibilisation, l'entité n'avait pas rebondi tout de suite sur un projet, mais dans cette discussion, on a pu faire émerger des idées, et là on est vraiment sur des choses qui sont vraiment très très émergentes, qui ne vont pas forcément déboucher sur un dossier d'engagement, mais on a pu réorienter, comme on peut le faire, je dirais, de manière plus approfondie dans le cadre de cet accompagnement technique, puisque je reprends ce qu'il disait tout à l'heure Cyril, on est dans ce déroulé d'accompagnement technique. Alors, je crois que vous voulez nous montrer un document de synthèse. Oui, alors le document de synthèse, s'il est projeté... Dispositif Rémo. Là, quelque part, je crois, on a une diapo pour AFRA. Alors, si vous n'avez pas, on va faire très simple, parce qu'il n'y a rien de nouveau, de compliqué. J'ai parlé de la première phase, qui est la phase de sensibilisation. Donc derrière, on va avoir ce premier entretien. Derrière, lorsque l'entreprise souhaite s'engager dans le dispositif, on amorce avec ce test de maturité. Et la deuxième phase, en fait, après la sensibilisation du dispositif, ça va être de co-construire la feuille de route avec l'entité et donc, dans un premier temps, d'évaluer le potentiel de report modal. Voilà, on discute avec l'entreprise, on fait le tour de l'ensemble de ces flux. Je vais prendre un cas concret. Comme je l'ai dit, on s'occupe de conventionnel. Une des premières entreprises engagées, que je ne vais pas citer par confidentialité, mais imagine du report modal sur l'ensemble de ces flux, amont, aval, intersite. Bon, on va regarder avec ça tous ces projets avec elle, dans la temporalité des 15 mois qui a été évoquée tout à l'heure. Qu'est-ce qui est crédible de faire dans les 15 mois? Est-ce qu'on rentre dans le cadre du dispositif qui a pour cible les 15% de report modal, même si on n'est pas à la virgule près, et là aussi on étudie tout ce qui peut se présenter.
Donc, vous regardez Cyril pour voir s'il approuve. Mais je suis sûr qu'il approuve. On a suffisamment d'échanges pour ne pas avoir besoin de m'assurer qu'il approuve. C'est parfait. Voilà, donc ça, c'est vraiment la phase de co-construction qui va nous permettre de passer devant un jury. Là aussi, il me corrige, mais je crois qu'il n'y aura pas besoin. Le premier jury pour ce dispositif va avoir lieu la semaine prochaine, je crois. Donc ça, le jury, c'est-à-dire vous allez... Alors, il y a un jury qui est composé de l'ADEME, la DGITM, DGEC et l'AFRA ou GNTC, hein, puisqu'on peut avoir un certain nombre de dossiers et faire des arbitrages sur ces dossiers. Donc, la phase que j'ai évoquée de co-construction de la feuille de route, elle nous permet d'alimenter ce dossier d'engagement qui va passer devant ce jury. Et derrière, eh bien, on va enchaîner. Il y a 2 types d'accompagnement. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il y a un accompagnement léger et un accompagnement approfondi, si j'ai le bon terme. On est sur quelques jours d'écart en termes d'accompagnement. La question était très intéressante tout à l'heure de, finalement, est-ce qu'on ne fait pas un travail de commissionnaire ? L'accompagnement technique, il est sur 14 ou 19 jours, suivant la typologie. Je pense que les commissionnaires de transport passent un petit peu plus de temps quand ils accompagnent un chargeur. Oui. Ils vont, on débroussaille un peu, on décortique, mais après... Alors, à la fois on décortique, mais on peut aller sur des sujets plus pointus, plus techniques, à la demande du chargeur. De nouveau, ça va dépendre de son degré de maturité. On a des entreprises qui s'engagent dans le dispositif, qui sont déjà très avancées, c'est-à-dire elles ont pris des contacts avec les entreprises ferroviaires, les wagonniers, etc. Et donc là, on va s'adapter à leurs besoins s'il y a un sujet un peu spécifique à suivre. On rappelle, cet accompagnement technique, finalement, je crois que ça a été dit par Aurélien, c'est de la gestion de projet, tout simplement. Je pense que dans la salle, il y a un certain nombre de commissionnaires d'entreprises ferroviaires. Je ne vais pas apprendre à tout le monde ce que c'est que la gestion de projet. On accompagne ce report modal, donc tout au long de cette phase de gestion de projet. C'est facile, le ferroviaire, on l'a dit. N'hésitez pas à venir vers nous. Bon, il y a forcément quelques petits obstacles, il y a quelques petits sujets à vigiler, à anticiper. Et on aide l'entreprise qui n'a pas cette spécialité ferroviaire, avec notre expertise technique, à mettre en œuvre ce report modal. Voilà. Donc, deuxième phase, construction du dossier d'accompagnement. Puis après, on rentre vraiment dans la phase, j'allais dire, d'accompagnement, au sens, on va par exemple aller vers la construction d'un plan de transport si on part de rien. Dans le cas que je citais tout à l'heure de la première entreprise engagée pour le conventionnel, on va plutôt être dans des arbitrages entre différentes solutions. Donc, on va avoir vraiment des configurations qui sont assez différentes. Et puis, le but de tout ça, c'est quand même avoir du report modal au final, hein, parce qu'on sera satisfait quand les volumes seront en place. Et donc là, c'est la dernière partie de l'engagement, du suivi du report modal en lui-même. Très bien, c'est très clair. Vous avez des questions ? Est-ce que certains peuvent témoigner d'un accompagnement ? Oui, monsieur, là-bas. Je trouve que c'est plus vertueux de prendre des questions au fur et à mesure plutôt que de regrouper. Donc. Merci. Sven Löffler de CFL Luxembourg. Dans un peu une question en général au groupe. J'ai compris que ça c'est très franco-français, même domestique, France. Est-ce que c'est prévu d'élargir aussi votre système, Antoine, ou des soutiens aussi pour des destinations en Europe, also ailleurs de la France? Il y a quand même un réseau combiné qui est impressionnant maintenant avec le Luxembourg, évidemment, mais aussi avec la Belgique, l'Allemagne. On a même appris ce matin qu'à la fin d'hiver, on va pouvoir passer via Modane encore. Donc il y aura l'Italie aussi. Est-ce que c'est prévu d'élargir tout ça ou connecter avec des systèmes en Allemagne, en Italie, en Belgique, où il y a des systèmes similaires, des réseaux, parce que plus loin on va aller, plus grandes sont les possibilités de mettre en place les solutions ferroviaires et pas être dépendant de la route. Plus vertueux. Alors, qui peut répondre sur l'élargissement aux frontières ? Cyril Thérion, peut-être. Oui, merci de votre question. Donc, on est sur des C2E, donc c'est un dispositif français. Donc, si on parle de l'AAP, donc d'aide financière, donc là, on n'a pas dit les montants, je crois, mais l'aide, ça peut aller jusqu'à 800 000 € sur des projets de 2 ans. Et donc, si on parle de ça, c'est clairement sur des flux français. Donc, le flux peut être international, mais l'aide va commencer à la frontière. Donc, on fera une règle de 3, enfin, on trouvera une règle de gestion qui fait que ce qui est aidé, c'est aidé sur la partie France. Après, quand on parle de l'accompagnement qui consiste en une expertise technique, là, évidemment, on ne s'interdit rien et on peut traverser les frontières européennes, bien sûr.
Donc ça, c'est possible, c'est déjà possible. Expertise technique hors frontières. Oui, bien sûr, oui. Le programme, l'accompagnement technique peut accompagner au-delà des frontières. Alors que ce qui va être aidé, les dossiers donc AAP, aide financière, là, l'aide financière est possible, mais sera exclusivement sur la partie française, sachant qu'il ne faut pas que la France soit un pays de transit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins un point de départ ou d'arrivée en France. Oui, ça c'est clair, oui. Quand il s'agit d'enveloppe... Et Antoine, avec le réseau, de combiner les différents logiciels. Oui, pour ce qui concerne la plateforme, donc, comme je disais, on a référencé des services au niveau européen. On va continuer à le faire. Et la plateforme, en fait, s'adresse d'abord à des entreprises qui ont un établissement en France. Donc, il faut avoir un numéro de SIRET pour pouvoir s'inscrire sur la plateforme. Oui, donc ça, c'est le point d'entrée, d'accord. Mais c'est vrai que quand il y a une enveloppe, en tout cas avec de l'argent, un budget, on a vu que la France et l'Europe, c'est deux choses différentes. On l'a vu par d'autres occasions. Alors, on va se tourner vers Yann Viguier. Vous êtes délégué au développement durable à la UTF. Bienvenue à vous. Tout à fait, merci. Donc, pour les chargeurs, vous avez des messages, vous allez nous... je sais que vous soutenez tous les modes, vous êtes dans cet état d'esprit de dire nous on soutient tous les modes, ça c'est votre message clé. Vous décortiquez aussi un petit peu, vous débroussaillez le terrain avec eux avant de les amener vers ces aides. Comment ça se passe en pratique ? Alors, merci de me donner la parole. Et effectivement, les chargeurs ont été pas mal cités par d'autres intervenants, et notamment déjà dès ce matin. Donc, je suis content d'avoir... D'être représenté. La parole. Alors, je ne suis pas chargeur moi-même, mais effectivement, à la UTF, on est un peu la voix des chargeurs. Et effectivement, par rapport à ce qui a été dit par les uns et les autres, j'ai peut-être que quelques éléments à apporter. C'est-à-dire que le chargeur est écuménique, il n'est pas marié à un mode. Et quand c'est un gros chargeur et qu'il fait venir de très loin un certain nombre de marchandises, il y a même souvent une part aérienne, voire maritime. Si elle parlait du maritime, mais ce n'est pas le longue distance maritime, je vais juste apporter une précision. Il y a aussi des vraies potentialités dans le programme Remove sur le short sea et sur le cabotage maritime. On a une façade atlantique qui est quand même importante et on a beaucoup de camions sur la Nationale 10 ou sur l'autoroute A10 qui ont vocation, pas tous forcément, à rester sur cet axe-là. Alors, on travaille sur la décarbonation sur longue distance. Beaucoup commencent à connaître le Véli, qui est les bateaux à voile qui reviennent. Mais je vais dire très vite au ferroviaire, puisque c'est comme l'objet d'aujourd'hui, mais c'est vrai que beaucoup de chargeurs veulent décarboner, mais ne savent pas forcément comment s'y prendre, et notamment sur le report modal. Certains n'ont pas de religion précise sur le report modal. Quand Aurélien disait on les envoie, enfin, qu'ils viennent directement chez eux pour parler du combiné, en préalable, quand ils veulent faire du report, et ce n'est pas toujours leurs transitaires ou les commissionnaires qui vont les y aider. Parce qu'ils vont leur dire quand même, oh, vous voulez décarboner, vous savez, ça va être plus long, ça va être moins fiable, ça va être plus cher. Il y a plein d'arguments qui sont pris par des gens qui sont plutôt du monde de la route pour désinciter au report modal. Et c'est vrai qu'une entreprise qui a la voie d'eau pas loin de chez elle, c'est assez logique je dirais, d'utiliser d'autres modes que le ferroviaire. Et quand vous avez passé 3 semaines en mer pour amener un conteneur, vous n'êtes plus un jour près pour arriver à Paris. Vous dites finalement que les chargeurs ont moins d'a priori que les acteurs du transport eux-mêmes. Oui, tout à fait, parce que les acteurs du routier, ils défendent ce qu'ils connaissent et ce qu'ils savent faire. Et ils ne vont pas toujours se tirer une balle dans le pied pour dire que les autres modes sont... Alors que par définition, les chargeurs ne sont pas liés à un mode. Alors il y a 2 types de chargeurs. On les oublie souvent un peu trop. Il y a le compte propre. Et le compte propre, ce sont quand même des chargeurs qui ont eux-mêmes des flottes importantes, et ça existe dans des secteurs importants des travaux publics, de la meunerie, de la chimie. Enfin, il y a beaucoup de chargeurs. C'est quand même 225 000 véhicules poids lourds aujourd'hui en France. C'est un tiers du parc national. Donc il y a des chargeurs qui sont aussi transporteurs. Et puis il y a des chargeurs qui ne s'occupent pas de transport et confient ça à des gens dont c'est le métier, des transporteurs, qui ne sont pas toujours les meilleurs avocats pour les autres modes. Et donc là, sur Remove, effectivement, on fait beaucoup de sensibilisation. Alors ça marche comment ? Vous faites de la sensibilisation ? On fait la sensibilisation. Là, en ce moment, j'ai 2 chargés de mission. On a 6 chargés de mission et 3 consultants qui travaillent sur la décarbonation. Oui, ils font quoi ? Ils vont sur le terrain ? Ils vont rencontrer Ils vont sur le terrain. On fait beaucoup de salons. Là, j'ai 2 chargés de mission qui sont à Polytech aujourd'hui et demain, porte de Versailles, pour toucher des secteurs du déchet qui sont des transports type massifiable. Mais il n'y a pas de secteur type. Évidemment, on pense aux céréales, on pense à la chimie, mais combien de chargeurs me disent « Ouais, mais moi, vous savez ce que je fais, c'est du luxe, ça a trop de valeur ajoutée pour être confié à d'autres opérateurs. Puis j'ai peur des vols. » Et je leur dis « Vous avez déjà vu un conteneur se faire voler sur une barge ? Ça arrive quand même plus souvent sur des camions. Donc même si vous êtes dans le secteur du luxe, vous pouvez massifier et utiliser le mode de transport. Donc il faut casser le coup aux idées reçues.
Et beaucoup donc, veulent faire du report, mais ils ne savent pas lequel. Et c'est notre rôle de les orienter, et en lien avec les opérateurs, vers le bon opérateur. En disant là, de toute façon, la première voie d'eau, elle a 300 km, la Loire, elle n'est pas navigable. Par contre, sur le fer, il y a du potentiel. L'arc atlantique, il n'est pas saturé. Donc allez-y. Par contre, vous voulez faire du Fos Marseille-Lyon, bon, il y a quand même différents modes. Challengez-les, utilisez. Et pour répondre à des questions qui ont été dites par un certain nombre, on est quand même dans une situation aujourd'hui de plus en plus où Le Havre, Fos ne sont plus les ports français de référence. Donc dès le départ, les chargeurs doivent identifier quel est le meilleur port, le meilleur point d'arrivée. C'est regrettable, on peut le regretter, mais c'est souvent plus Anvers ou Rotterdam comme premier port français que des Mais là, des les ports chargeurs vous appellent pour ce genre de questions. Les chargeurs ont besoin d'être accompagnés et d'avoir une cartographie des flux et d'avoir une cartographie notamment européenne. Et moi, je suis rentré un peu plus dans le détail. Je suis content que tu aies cité les cas de Renault ou les cas de Bouygues aussi, qui disent comment je fais pour aller de Lyon à Strasbourg ou Strasbourg à Lyon. Il faut que j'arrête de le faire par la route. Et quand ça a été dit par plusieurs, un constructeur fabrique des voitures en Espagne ou au Portugal et qui veut les amener dans le nord de la France ou en Pologne, à un moment donné, il faut une cartographie des flux. Et pour arriver à faire du report modal efficace, il faut voir qui d'autre a les mêmes liaisons. Parce que beaucoup de chargeurs, notamment les petits, moi je suis trop petit pour faire du report modal. Et là, ça peut être votre rôle. Donc vous avez un chargé de mission qui est là et qui organise, je sais pas, des sessions de formation. Alors, on fait les sensibilisations, on lance des webinaires. On a tous les mois des webinaires aussi. Le prochain, d'ailleurs, celui de décembre, sera plus axé avec un focus ferroviaire. Celui de janvier sur le fluvial. Est-ce que vous êtes aussi sous l'égide de Oser le faire ou pas du tout? Alors, on a été un peu mis dans le fait accompli 3 jours avant, au moment de la découverte de tout le monde, mais on connaissait le dispositif et c'est un dispositif totalement sur lequel on partage et on cautionne. On discutait un peu même d'ailleurs en off tout à l'heure avec certains, de dire il faut absolument qu'on y associe plus et mieux les chargeurs parce que c'est vraiment un dispositif tourné vers les chargeurs. Je n'ai pas rebondi tout à l'heure, c'était pas mon tour de parler, mais j'avais aussi une chargée de mission qui était à Dourges, qui est quand même là depuis quelques années. On peut supposer qu'elle connaissait le report modal et le ferroviaire, mais qui était très contente. Elle a d'ailleurs fini 3e, je crois, dans le challenge, parce qu'il y a un test de fin de sortie pour noter les stagiaires. Et donc, ça, c'est chez vous, ça, le test. Salon. Pardon ? Le test dont vous parlez. Le test, il est dans Oser le faire. Quand vous faites la formation d'Oser le faire, donc j'ai aussi, je n'ai pas donné mon expérience de savoir le faire, pardon, oui, de savoir le faire, qui était décidé tout à l'heure. Mais toutes ces initiatives-là sont effectivement importantes. Les deux par exemple, c'est quand sont votre prochain webinaire Alors, il y en a un par mois, j'ai plus les dates en tête, mais elles sont sur le site de la UTF ou sur nos postes LinkedIn. Donc là, au mois de décembre, prochainement. Il y en a un en décembre, en janvier. Voilà, on a supprimé celui de novembre qui est très très chargé avec beaucoup d'événements et puis des uns et des autres et pour avoir un peu plus de temps pour le préparer. Et puis on est dans toutes les manifestations, comme celle d'aujourd'hui, bien entendu, mais dans tout ce qui tourne autour des autres modes de transport alternatifs à la route, parce qu'on y croit tous et on a besoin, c'était dit par le ministre tout à l'heure, doubler la part modale du fer. 2030, c'est demain. On va avoir du mal, donc il faut vraiment qu'on y mette tous notre énergie. Je n'ai pas préparé de transparent, j'en ai pas remis, mais j'aime bien présenter les courbes d'évolution sur les 30 ou 40 dernières années des différents modes de transport où on voit les croisements qui sont faits il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, 1,9% de part modale sur le fluvial, à peine 10% sur le ferroviaire, 88% sur la route. Même si on double la part des autres modes, la route restera prédominante. Mais il faut qu'on arrive à casser cette courbe collectivement, parce qu'il y va d'enjeux planétaires. Enfin, tout le monde a vu ce qui s'est passé à Valence ou autre. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qu'il faut décarboner, notamment se sortir de la route. Et alors, quand vous avez un candidat potentiel à du report modal après vos webinaires, vous les orientez, vous êtes en connexion aussi avec... Je l'envoie, et là aussi, comme c'est assez récent et assez nouveau, on a essayé de mettre des process efficaces et qualitatifs de suivi pour savoir où en sont les entreprises, parce que la sensibiliser, c'est bien, mais transformer la sensibilisation en action, le temps souvent du report, et notamment ferroviaire, sauf pour le combiné qui est plus facile et plus rapide, n'est pas forcément celui des marchés et des contrats. C'est-à-dire que quand vous avez un nouveau contrat sur 3 ans et que vous dites à votre client, écoutez, on va essayer autre chose, mais que l'on vous dit, dans 2 ans, on va pouvoir vous monter une organisation, c'est souvent trop tard. Il faut avoir un peu de la réactivité pour répondre à l'appel d'offres et dire, je suis en capacité de faire une proposition. Et on l'a vu ce matin avec Delisle aussi. Ça fait 4 ans qu'ils travaillent sur l'affaire Thé-Gaucher. C'est plus long que la durée d'un contrat quand vous remportez un Villeroy et Boch ou d'autres qui vous disent allez, ok banco, la voie ferrée est là, qu'est-ce que vous pouvez me faire? C'est souvent ce qu'on nous dit. Je l'ai, la voie ferrée, je suis embranché fer, quand est-ce que vous me la réouvrez? Et non, le programme n'est pas là pour les infrastructures,
Donc il y a d'autres leviers. Nous, on vous accompagne sur la technicité et sur la faisabilité. Ce qui est déjà d'ailleurs un bel outil, parce que ne serait-ce que les appels à projets. Donc dans le programme, il n'y a pas que les AAP. Je suis content qu'on parle d'autre chose que les AAP. Mais quand un appel à projet comme celui qui va arriver l'année prochaine vous permet d'expérimenter et notamment de compenser les éventuels surcoûts que vous pourriez avoir par rapport à la route, je dis souvent, l'essayer, c'est l'adopter. Et de savoir qu'on peut le faire pendant 6 mois, 12 mois, 18 mois, à coût constant, ou à ISO-coût, c'est souvent ça dont ont besoin effectivement les chargeurs. C'est d'avoir de la visibilité sur l'opération et de la fiabilité, c'est de ne pas prévoir toujours un plan back de relais en disant je me mets sur un autre mode, mais je garde une flotte de camions sous le coude pour des fois que demain. Merci. Et voilà. Le double coût est, je dirais, très difficile à gérer. Et les flux de retour, parce que ça aussi, les plateformes type appel d'air sont utiles. Des chargeurs ont de l'aller. Ils ont des petits volumes, mais ils ne connaissent pas ceux de leurs voisins. Donc, d'avoir une cartographie des flux. Une vision d'ensemble. Très bien. Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui ont peut-être expérimenté les webinaires de la UTF sur le sujet un peu comme Il y en a eu un, oui, c'est le démarrage. En octobre. Est-ce qu'il y a des chargeurs qui veulent s'exprimer dans la salle? Non, la sieste est finie normalement. Là. Alors, on va continuer avec vous, Elisabeth Tatreau, déléguée générale du club C2E de la TE. Donc, on voulait parler au départ de la fiche C2E Trace SE 116, mais vous m'avez dit non, moi je ne vais pas parler de celle-là, je vais parler d'autres fiches. Je vais en parler. Donc, parlez-nous des fiches qui peuvent vous intéresser. Qui connaît la TRA SE 116 fret ferroviaire? 2 personnes dans la salle, 3, 4, 5. Il y en a plein, 6. donc voilà, je pense que c'est leur métier, donc très bien. Donc tout le monde la connaît, il n'y a pas besoin d'en parler, c'est ça l'idée? Non, mais en fait, ce que je voulais déjà dire, on a beaucoup parlé des programmes, ce qui est très intéressant parce que ça impulse une dynamique. Et effectivement, l'autre option pour produire des C2E pour les fournisseurs d'énergie, ce sont les fiches d'opération standardisées. 90% des C2E pour les fournisseurs d'énergie sont produits via les fiches d'opération standardisées. Ayez en tête également que les fournisseurs d'énergie investissent 6 milliards d'euros par an, je dis bien 6 milliards d'euros par an, pour remplir leurs obligations. Donc ça commence à être significatif. Maintenant, je vais vous parler des fiches. Donc il y a 230 fiches au catalogue, dont 38 dédiées au transport. 230 fiches, hein, vous avez dit. 230 fiches au catalogue, dont 38 pour le transport. Et le fret ferroviaire, il y en a 3 majeurs qui vous intéressent. Il y a la fameuse TRA SE 116, donc c'est fret ferroviaire. Il y a la TRA EQ. EQ, ça veut dire équipement. SE, ça veut dire service. TRA EQ 101, c'est l'acquisition du TI. Et la TRA EQ 108, c'est l'acquisition de wagons d'autoroute ferroviaire. Ce sont ces deux-là dont vous allez nous parler. EQ, donc équipement. Je ne vais pas rentrer dans le détail. 108 et 111, vous avez dit, c'est ça? Tout à fait. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je laisse ça à mes chargés de mission. Mais cependant, si vous avez des questions, on sera tout à fait ravis d'y répondre. Ce qu'il faut avoir en tête, et la question a été posée tout à l'heure, j'ai du mal avec ces fiches, comment je fais pour prioriser l'une par rapport à l'autre? Les fournisseurs d'énergie portent l'obligation et investissent de l'argent. Donc rapprochez-vous de vos fournisseurs d'énergie, où il existe aussi des délégataires d'obligations. Rapprochez-vous des acteurs qui connaissent le dispositif et ce sont eux qui sauront vous dire vous pouvez prendre cette fiche-là plutôt que celle-là pour telle raison, au niveau de la prime que je peux vous verser, parce que ces fiches-là, ça se traduit par des primes qui vous sont versées directement. Vaut mieux prendre celle-ci parce que je pourrais vous proposer une plus grosse prime. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des fiches. Je vous invite à les consulter sur le site soit du ministère, soit de l'ADEME, soit de la T2E pour regarder le contenu. Mais surtout, je vous invite à vous rapprocher des fournisseurs d'énergie qui ont cette obligation à remplir et qui ont mis des moyens humains pour vous accompagner sur l'utilisation de ces fiches-là. Donc, après... Est-ce qu'il y a des questions sur les fiches? Oui, là-bas, monsieur. Il y a peut-être un micro quelque part. Oui, voilà. Je veux bien que vous vous présentiez, s'il vous plaît, pour commencer. Bonjour Madame Tatreau, Anissa Touya, STX. On s'est déjà croisés sur les groupes de travail à T2E. J'ai une petite question concernant la fiche fluviale. Alors je sais que ce n'est pas le sujet du jour. Si. On peut en parler. Donc ça va l'être. On sait qu'elle est en préparation, elle est prévue pour dans peu de temps. On voulait savoir si vous aviez une timeline et surtout si une bonification était prévue au même titre que la fiche TRA SE 116.
Et simplement pour préciser, donc STX Commodities, c'est l'un des acteurs spécialistes qui va valoriser ces fiches, aussi bien TRAECU 101, 108, 116 et bientôt Fluvial auprès 117. des chargeurs comme d'auprès des transporteurs. 117. Merci pour le scoop. Donc effectivement, c'est pour ça que Marine n'est pas là aujourd'hui. C'est qu'on prépare l'arrêté de décembre. Donc le Conseil supérieur de l'énergie aura lieu le 19 décembre. La DGEC nous a demandé de remettre nos copies ce soir. Donc Marine est en train de finaliser notamment la TRAECE 117 fret fluvial. Donc ça, on travaille dessus. Il faut savoir qu'il y aura 8 fiches transport. Enfin, on va dire 6 fiches transport qui devraient être créées pour l'arrêté de décembre. C'est assez exceptionnel, puisque le nombre de fiches transport va dépasser beaucoup d'autres secteurs, notamment l'industrie. Vous avez une date déjà en décembre ? Alors, le Conseil supérieur de l'énergie, c'est le 19 décembre. Lors du Conseil supérieur de l'énergie, toutes ces fiches vont être analysées et vont faire l'objet d'un positionnement de la part des membres du Conseil supérieur de l'énergie. Ça, c'est la première étape. Ils vont se positionner pour ou contre la publication des fiches. En général, c'est favorable parce qu'on fait... nos fiches sont créées avec des experts du secteur. Donc, vous êtes bien placés pour savoir comment ça se passe. Ensuite, ces fiches-là font l'objet d'une consultation publique, compte tenu du fait du caractère lié aux économies d'énergie et impactant l'environnement. Les fiches du dispositif des C2E font l'objet d'une consultation publique qui aura pour durée 21 jours. Donc, on attend le retour de la consultation publique pour voir s'il y a de nouvelles objections qui remettent en cause les fiches qu'on propose. Et c'est une fois que ces 2 étapes sont passées que les textes sont soumis à la signature de la ministre avant d'être publiés. Je ne donnerai pas de délai, mais si tout se passe bien, on pourrait, d'ici la fin de l'année 2024 ou début 2025, avoir la fiche 1377 sur le fret fluvial. Après, il y a la question de la bonification. La bonification, elle est soumise à l'accord de Bercy. Donc, vu d'aujourd'hui, elle devrait être proposée pour qu'il y ait une certaine équité avec ce qui se fait dans le fret ferroviaire. Et donc, j'imagine difficilement que ce soit refusé, mais le même type de bonification devrait être proposé. Très bien. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur ? Oui, c'est clair. Merci. D'autres questions dans la salle ? Après, il y a une petite précision que je voudrais apporter. Oui, je vous en prie. Si vous avez participé au groupe de travail sur la fret fluviale, oui. Vous avez fait un calcul en énergie finale intégrale. En effet. Ce qui n'est pas le cas pour la TRAECE 116. Et donc, on va proposer pour le 19 décembre un calcul en énergie finale intégrale pour la TRAECE 116 pour qu'il y ait une égalité de traitement entre les 2 fiches. D'accord. Donc la bonification serait moins utile, a priori. Tout dépendra, je n'ai pas les chiffres, Marine est en train d'y travailler, mais tout dépendra du complément de prime que ça pourra apporter. Et donc, on saura tout ça rapidement. Très bien. Mais dans tous les cas, le 19 décembre, alors les éléments sont envoyés au Conseil supérieur de l'énergie 14 jours avant le Conseil supérieur de l'énergie. Donc, on saura début décembre, vous saurez début décembre les forfaits qui devraient être retenus. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres messages que vous voulez faire passer les uns et les autres ? Je parle aux orateurs, tous les 8, peut-être sur 2025. Oui. Alors Aurélien Barbet et Yann Viguier, dans l'ordre que vous voulez. Oui. Non, je voulais faire un petit complément d'information sur les fiches C2E pour dire que la filière du fret ferroviaire avec 4F notamment pousse très fort aujourd'hui pour la création et le développement d'une fiche spécifique C2E sur les locomotives électriques. Donc on avait déjà envisagé cette création-là il y a quelques années. On n'avait pas eu gain de cause, mais c'est toujours un projet important de la filière de. Je crois qu'Elisabeth, elle veut bien justement, répondre. On a des débats. Donc ça, c'est le premier sujet. On en a Et parlé. c'est quoi avec le débat sur les locomotives ? Le débat, c'est qu'on voudrait créer une fiche C2E qui permet d'aider l'acquisition de locomotives électriques ou hybrides avec électrique. Ce qui est une demande forte de la filière quand même. D'accord. Et de l'autre côté ? Alors, effectivement, il y a quelques années, cette fiche avait été abordée. Elle a été transformée en service, donc la TRAECE 116. Compte tenu du fait qu'on a vu apparaître la création de fiches sur les poids lourds électriques, les bus et cars électriques, il est opportun aujourd'hui de rouvrir le débat
Et bien sûr, la TZE se fera votre porte-parole auprès de la DGEC et de l'ADEME. Mais je ne doute pas qu'on ait le soutien. Donc c'est une annonce que l'accord est possible. C'est une très bonne chose. Très bien, bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Yann Viguier. Et dans ce cas-là, je termine, je profite aussi d'un dernier point. Sur la fiche que vous avez mentionnée 116, sur les services de fret ferroviaire, il y a une petite subtilité, c'est que cette fiche concerne principalement des services de fret ferroviaire conventionnels et du transport combiné maritime, au départ d'un port. Mais le transport combiné continental n'est pas inclus dans cette fiche service fret ferroviaire 116. Donc c'est aussi une demande du secteur d'inclure dans cette fiche-là le transport combiné continental. Et Dieu sait qu'il y a un trafic important et un potentiel important. J'en avais pas connaissance. Je vous invite à faire une proposition écrite à la T2E qu'on relaiera à l'ADEME et la DGEC. Vous avez vu, ils débattent entre eux en live devant vous, là, c'est pas mal. Alors Yann Viguier, après sur les fiches C2E, on pourrait faire quasiment un débat, je pense, rien que sur le sujet des fiches C2E, parce que souvent les chargeurs connaissent très mal le dispositif quand même. Alors, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, ce qu'a dit effectivement Aurélien aussi. On travaille aussi avec un certain nombre de cabinets spécialistes ou spécialisés. On parle des fiches transport, on parle des 3 fiches ferroviaires sur lesquelles la UTF participe à leur élaboration, mais il y a tout plein d'autres fiches qui sont sous-utilisées et peu mobilisées. Donc effectivement les fiches transport, mais y compris des tas de fiches qui n'ont rien à voir avec le transport. Et quand vous êtes chargeur industriel avec les locaux et des bureaux, il y a plein de possibilités de mobilisation. Rien que dans le transport, que ce soit sur le rétrofit, que ce soit sur les pneumatiques, la Michelin a dû être champion du monde pour faire des fiches un peu spécifiques. Il y a beaucoup de fiches mobilisables, mais pour des entreprises qui ne l'ont jamais fait, qui ne savent pas le faire, c'est souvent une usine à gaz qui rebute, et donc beaucoup ne vont pas le chercher, et elles bloquent sur des projets de report modal parce qu'il y a des besoins de financement, alors qu'elles ne savent même pas que les fiches existent, et encore moins comment les utiliser ou les mobiliser. C'est pour ça que aussi dans l'offre qu'on essaie d'apporter en entreprise, c'est de travailler avec des professionnels des fiches pour pouvoir orienter, ce n'est pas notre métier non plus à nous, mais vers des solutions de financement complémentaires. Et je termine sur ce point-là, parce qu'on parlait des véhicules électriques. Oui. Quand on dit, ça a été dit par certains, il y a quand même des inquiétudes sur le financement des programmes C2E, certes, mais apparemment sur les fiches un peu moins. Et on l'a vu sur les véhicules électriques, quand on a des problèmes de financement, qu'on se fait taper sur les doigts, que la Cour des comptes met son nez dedans, ou l'Europe, on transforme en fiches des programmes qui étaient autrement. Donc je pense qu'il y a encore un avenir assez efficace, d'autant plus qu'il y a de l'argent mobilisable de ce côté-là sur les fiches. Voilà, un petit plaidoyer pro-fiche. Je voulais juste vous demander une précision, madame. Il me semble, vous avez très justement dit que les énergéticiens investissaient 6 milliards d'euros par an dans les certificats d'économie d'énergie. Rappelez quand même que le transport, il y en a combien qui est fléché vers le transport? De l'ordre de 6% de ces 6 milliards, c'est quelque chose comme ça? Alors, il y a 6 milliards. Après, on ne va pas se mentir, c'est répercuté sur la facture d'électricité, de gaz, de chauffage urbain, tout ça. Ça ne fait que passer chez fournisseurs d'énergie. 60% dans le bâtiment, 4% dans le transport. Donc ça reste très faible. Et on sait l'expliquer, c'est qu'il s'avère que les économies d'énergie des fiches prises de façon unitaire sont souvent très faibles. Donc c'est un petit peu pour ça que la part transport reste faible. Pour autant, elles sont quand même moins utilisées vues d'aujourd'hui. Donc effectivement, votre programme contribue à faire la promotion, donc continuez, mais elles restent quand même moins utilisées que celles dans le bâtiment, 60% des C2E produits dans le bâtiment, parce que les organismes professionnels que sont la CAPEB, la FFB, ont mis énormément de moyens pour entraîner les artisans, les professionnels du secteur. Donc continuez. On aura une question aussi dans la salle qui attend. Si je peux me permettre, notre drame, c'est qu'effectivement, en termes d'économie d'énergie, le fret ferroviaire, c'est de l'ordre de 6 fois moins que le transport routier de marchandises. En revanche, en termes d'économie d'émissions de gaz à effet de serre, quand on sait que le transport, c'est 31% des émissions, notre drame, c'est finalement que vos C2E soient des C2E et pas des CEC. C'est des certificats d'économie de carbone, en fait. Ouais. Est-ce qu'on peut, dans nos rêves les plus fous, s'imaginer qu'un jour, on passe à des CEC? Alors, les C2E... Et peut-être que Cyril voudra réagir aussi, je ne sais pas. Je vous laisserai compléter, Cyril. Mais les C2E découlent d'une directive européenne, l'article 8. Et il parle d'économie d'énergie. Il ne parle pas d'économie de carbone. Et la France a fait le choix pour satisfaire les objectifs qui lui sont fixés
de mettre en place ce dispositif des C2E et pas des économies de carbone. Oui. Pour autant, si les ministères mettent en place des bonifications, c'est qu'ils sont conscients que la rémunération reste faible. Et donc, si on a une bonification pour le fret ferroviaire et, je le souhaite, une bonification pour le fret fluvial, c'est qu'on est conscient de la faible rémunération et ces bonifications contribuent à augmenter la prime qui peut être versée aux acteurs. Je ne sais pas, Cyril, si vous voulez rajouter quelque chose. Non, juste à abonder dans votre sens. La genèse des C2E, c'est la loi POP de 2005 aussi, et donc c'est l'orientation de la politique énergétique. Donc c'est l'énergie. Je rejoins complètement Stéphanie. Quand on a créé Remove, quand on rédigeait la convention, dès que le mot gain environnemental était écrit, la DGEC barrait. Et on a eu des gros débats, enfin j'ai eu des gros débats avec la DGEC pour maintenir quand même cet aspect gain environnemental. Et donc, dans le programme Remove, on a une double lecture. À la fois C2E parce qu'on y est contraint, obligé, c'est la règle d'or, c'est certificat d'économie d'énergie, mais on suit quand même les gains environnementaux. Donc on a quand même une double lecture, et je pense que ce que dit Stéphanie est tout à fait pertinent, et qu'il va falloir réfléchir aussi à des clés de lecture sur ces gains environnementaux. Ça semble effectivement très important. Et d'avoir les deux, parce que les deux peuvent se compléter. On comprend bien qu'il faut aller vers des gains énergétiques, une sobriété énergétique, et suivre aussi les gains environnementaux. Les deux peuvent aller ensemble, et je pense que ce serait intéressant d'ouvrir une réflexion là-dessus, ouais, complètement. Très bien. Merci pour cette nuance. On va prendre une question, monsieur qui voulait poser une question là. Merci, après, bonjour, Jérôme Kizer du port de Nantes-Saint-Nazaire. J'avais une question, vous aviez évoqué les locomotives électriques tout à l'heure. Nous, au sein du port, on travaille sur le développement de certaines ITE. Donc, c'était juste pour rappeler, parce que je ne le vois pas apparaître, qu'il y a des aides également pour la création d'ITE. Parce que faire du train, c'est bien, mais pouvoir charger les wagons, c'est mieux. Donc, il y a des aides qui existent pour la création de ces ITE. Il y a des subventions à hauteur de 50% pour la création d'ITE ou la rénovation d'ITE. Donc, c'est important de le savoir. La problématique qui est apparue cet été, c'est que précédemment, on avait des offres avec une demande d'un plan sur 5 ans. Maintenant, le business plan est demandé sur 30 ans. Donc ça, c'est quand même un petit peu freinant, sur 30 on va dire. C'est ça que vous avez Tout à fait. Dit. Donc ça fait quand même une légère différence pour viabiliser les projets. Vous avez une question ou c'était plutôt Non, c'est juste une remarque. Et juste pour signifier que l'aspect électrique des locomotives peut être inclus sur les manœuvres intra-ITE. Donc les manœuvres ou les chargements faits au sein d'une ITE, c'est l'installation terminale embranchée qui est au sein des industriels. Une réaction, Elisabeth? Non, c'est que je comprends. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, je tenais à aussi préciser, on parle des économies de carbone et des économies d'énergie. Il y a également toutes les externalités qui ne sont pas forcément évoquées, tant sur le surfacique utilisé par le fer que sur le bruit ou les pollutions émises diverses. Est-ce que vous voulez réagir? Précision ou remarque. Non, c'est juste qu'il y a un terme que je ne comprenais pas et j'ai demandé à mon voisin qui m'explique, c'est tout. ITE, je ne comprenais pas. Embranchement ferroviaire à l'intérieur d'un site industriel. C'est là où les chargements ou les déchargements sont effectués. En fait. D'autres réactions autour de la table? Non? Vous allez évoquer ces enveloppes-là ou pas? Pardon? De financement, ces enveloppes de financement, vous allez en parler? Alors là, on est à votre disposition. Maintenant, ce sont vos questions qui nous permettent de guider la suite de l'échange, les 5 minutes qui nous restent. Donc si vous avez d'autres questions, est-ce qu'il y a des réponses? Monsieur, vous voulez poser une question également? Oui. Est-ce qu'il y a un micro qui peut lui arriver juste? Je découvre les CE et ça semble extrêmement compliqué. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de réalisation? Application concrète, ok. Est-ce que c'est extrêmement compliqué? Est-ce qu'il y a un exemple concret qui peut montrer l'inverse? J'aimerais bien entendre parler de Renault parce que j'ai habité Douai pendant 30 ans et j'ai vu Renault transférer énormément de trafic ferroviaire sous la route. Alors Aurélien. Je ne vais pas vous parler de Renault, mais je vais vous donner un exemple très concret sur les C2E. Ça va être très simple. Vous êtes transporteur routier. Vous voulez faire du transport combiné. Vous avez besoin d'acheter...
Je vous donne un exemple. Vous êtes transporteur routier X. Vous avez un projet de report modal pour faire du transport combiné rail-route. Vous avez besoin d'investir dans du matériel. Vous allez acheter, par exemple, des caisses mobiles pour les mettre sur les trains. Eh bien, vous allez utiliser la fiche qu'on a évoquée, qui est la fiche TRA équipement 101, qui va vous donner des aides et qui va donner des aides importantes sur chaque caisse mobile neuve que vous allez acheter et que vous allez faire circuler en transport combiné. Alors, en termes de montant, je ne vais pas m'engager là, mais, en pourcentage, en pourcentage, parfois, dans certains cas, ça va très au-delà de 70-80% du prix neuf de la caisse. Donc ça peut être des montants extrêmement importants et c'est très incitatif pour des transporteurs routiers pour faire du combiné. Et selon quels critères on obtient l'aide là, de 70% de la caisse? Il y a justement des acteurs qui sont là pour vous aider à monter les dossiers. Je sais qu'il y en a qui sont dans la salle ici et c'est leur rôle, c'est leur métier. Vous allez les voir, vous leur dites voilà, moi je vais acheter tant de caisses mobiles, aidez-moi à monter le dossier, à combien je vais avoir droit en termes d'aide. Et donc ensuite ils vont vous aider. Et après les C2E, il y a un système de bourse aussi, donc le prix qui vous est donné peut évoluer en fonction de certains critères. Et ça, par exemple, Aurélien, ce que vous venez de décrire, ça va prendre combien de temps toute cette Ça prend quelques mois. Ça peut prendre quelques mois sur le montage du dossier. Et après, dans ce cas de figure que je vous ai donné sur la circulation d'une caisse mobile, il faut faire circuler sa caisse mobile pendant 6 mois, le maximum possible. Plus vous la faites circuler, plus vous allez pouvoir toucher de l'aide sur cette caisse. Est-ce que ça répond à votre question? Après, il n'y a plus qu'à imaginer ce qu'il y a dans les caisses, mais on est quand même assez proche de... Impossible de vous dire. Est-ce qu'on a du recul non, mais pour, au national, c'est c'est impossible de vous dire. Ça a permis de transférer X tonnes de marchandises aujourd'hui. Alors, on a cité des exemples en expliquant qu'on ne pouvait pas aller dans le détail pour des raisons de confidentialité. Voilà, mais après, je vais vous dire, tous les transporteurs routiers qui font du combiné aujourd'hui, en tout cas les principaux, ils connaissent ce système-là et ils l'utilisent. Voilà. Et je peux vous dire que énormément de transporteurs achètent des caisses mobiles neuves ou des semi-remorques préhensibles par pince neuves en utilisant ce système-là et ça les aide énormément dans leur projet de report modal. Il y a une question juste derrière vous et après 2 dans la salle. Là. Allez-y. Alors, aide à l'infrastructure. Créer une ITE. Alors, allez-y, Christian Bernard. Alors, je vais pas vous détailler ce qu'il y a dans l'aide à l'ITE, mais peut-être que ça rejoindra une question que j'avais compris de M. Kieser. Dans le cadre du programme Ulysse qui a été évoqué ce matin par la DGTM, sur ces aides aux ITE, il y a 200 millions qui ont été fléchés d'ici 2032. Voilà. Donc, il y a un montant qui est prévu dans le cadre Ulysse pour alimenter, je dirais, ce système d'aide aux ITE. Et M. Kieser a rappelé que c'était financé jusqu'à 50%. Voilà. Je ne sais pas quelles sont vos autres questions sur les aides à l'infrastructure. Ah oui, pardon, vous adressez à Adréal, c'est aussi simple que ça. Très bien. Une question là, oui, monsieur, juste derrière. Vous avez le micro, parfait. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir... Est-ce que vous pouvez vous présenter? Pardon, Emmanuel Chouffier d'Alstom, je voulais juste savoir quelle était la durée de validité de ces aides et quid de leur reconduction dans les années futures. Très bien. Alors, validité, quid de la reconduction 2025-2026? Cyril, peut-être? Non, alors plutôt la T2E. Ça, c'est écrit sur les fiches, de toute façon, la durée. Sur les programmes, il y a une durée de vie des programmes. Sur les fiches, depuis le 1er janvier 2022, la durée de vie d'une fiche créée ou révisée, c'est 5 ans. Donc au bout de 5 ans, elle est abrogée, sauf si avant les 5 ans, on arrive à la réviser. Donc en fait, maintenant, avec la DGEC et l'ADEME, on a un planning de révision qui nous emmène jusqu'en 2029. Et puis, on va se lancer 1 an avant l'abrogation sur la révision. On va avoir 2 schémas. Premier schéma, les acteurs sont motivés pour réviser, ils ont les données, on la passe avant qu'elle soit abrogée. Deuxième schéma, on n'arrive pas à mobiliser les acteurs, elle va être abrogée et voilà. Donc la durée de vie d'une fiche, maintenant, c'est 5 ans. 5 ans, très bien. On va prendre une dernière question. Je crois que c'était vous, Sylvain Philippe, vous vouliez poser une question.
Oui, bonjour, enfin rebonjour plutôt. Alors c'est peut-être pas tout à fait une question, c'est peut-être plutôt un complément d'information, parce que je sens qu'on avait besoin d'exemples. Peut-être vous représenter. Oui, donc Sylvain Philippe, je travaille chez FM Logistique, je suis aussi coprésident de la commission intermodalité chez TLF. Pour répondre à votre question et donner un exemple concret, puisqu'il y a des sujets de confidentialité, donc je vais effacer le mien, puisque moi j'en ai pas. Chez FM Logistique, on a démarré un petit trafic avec quelques caisses mobiles qu'on a mis en rotation entre Avignon et Valenton. On a utilisé le dispositif certificat d'économie d'énergie. Je vais apporter 2 compléments d'information. On n'est pas obligé de les acheter. Moi, j'ai fait une location supérieure à 36 mois, c'est la condition, mais c'est très important, parce que dans mon entreprise, je suis arrivé en leur disant, ce ne sera peut-être pas un investissement à mettre en place, mais ça sera des coûts d'exploitation. Et ça, c'est parfois important pour des petites entreprises de pouvoir faire de la location longue durée plutôt que de l'achat. Donc ça, c'est un premier point. Et aujourd'hui, sans rentrer dans les détails financiers précis, mais on estime globalement que ça nous fait gagner entre 5 et 10% du coût global du transport. Ce qui me permet de rééquilibrer en multimodal un différentiel avec ce que j'avais en prix routier que je proposais moi-même à mes clients aujourd'hui. Voilà pour vous donner un exemple concret. Donc ça fonctionne, ça existe. Je suis assez d'accord avec Aurélien, beaucoup de transporteurs routiers l'utilisent. Et en termes de durée, la mise en place nous a pris à peu près, on va dire, en 2 ou 3 mois, accompagné par une entreprise de conseil qui nous a aidés dans la mise en place des certificats d'économie d'énergie. Par contre, après, effectivement, il y a un effet de temporalité puisqu'il faut exploiter pendant 6 mois ou 1 an avant de percevoir les certificats d'économie d'énergie. Donc, il y a un petit effet de trésorerie quand même à mettre en place, mais c'est des dispositifs qui fonctionnent. Voilà, donc c'était juste pour partager ça, mais je pense que c'était l'endroit pour le faire. Merci. Merci beaucoup. Très intéressant cette nuance sur la location avant l'achat. Pas mal. Merci à vous 8 pour tous ces éclairages très précis sur l'usage de ces aides au report modal. Vous pouvez prendre contact avec nos intervenants juste après, photographier leur nom, prendre leur numéro de téléphone. On va avoir un petit temps de pause avant une conclusion plénière. Philippe ? Pas sûr. Il va y avoir une fin de journée tout de suite, alors dans quelques instants. On peut les applaudir. Merci à vous.